Bienvenue dans le podcast captivant « Ceci n'est pas du coaching ». Ici votre animateur François Deschamps. On explore ensemble la liaison fascinante entre la science cognitive et le développement professionnel dans le monde des affaires. Avec une approche unique et éclairée, ce podcast vous amène dans un voyage passionnant à la découverte de votre voie unique en affaires. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de « Ceci n'est pas du coaching ». Donc, c'est un plaisir de vous accueillir, de vous retrouver. Et comme vous pouvez le voir, dans cette saison 3, nous avons le plaisir d'être en présentiel. Donc, vous avez l'occasion de voir nos binettes puis de voir les échanges avec les invités. Donc, cette semaine, j'ai le plaisir et même le privilège d'accueillir Michel Paradis, un expert reconnu en développement économique, durabilité, en affaires publiques également un expert. Donc, une expérience de plus de 25 ans qui l'a amené à conseiller des entreprises, des instances gouvernementales et, bien entendu, des entrepreneurs sur des stratégies de croissance puis du repositionnement à l'intérieur de la gouvernance d'entreprise. Donc, Michel a tout un parcours, conseiller stratégique et médiateur chez Economia, également directeur de cabinet et conseiller spécial au sein du gouvernement du Québec, ancien directeur en entrepreneuriat et relations internationales à la Chambre de commerce et d'industrie de Québec et spécialiste en reprenariat et transfert d'entreprise. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets. On va parler, bien entendu, d'économie, de durabilité, de transfert d'entreprise et de stratégie innovantes également pour vous, très chers entrepreneurs. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir, très cher Michel. Mais c'est un plaisir, très cher François. Je pense qu'on va passer du bon temps ensemble, puis les gens qui sont avec nous aujourd'hui, bien, ils vont faire des découvertes très certainement. Et l'objectif, c'est de transmettre le maximum de ton savoir, puis de le partager avec les gens de notre communauté. Avec un plaisir. Ouais. Dis-moi, Michel, tu peux-tu, dans un premier temps, nous parler de ton parcours académique, ton parcours professionnel qui t'a amené là où tu es aujourd'hui? Moi, je peux pas dire que j'ai vraiment un parcours linéaire. Hein. C'est beaucoup plus atypique, mais en fin de compte, je pense que c'est la somme de ces différentes expériences-là qui m'ont amené à faire ce que je fais aujourd'hui. En fait, moi, de mon côté, strictement au niveau académique, j'ai fait mes études à l'Université de Montréal, donc en sciences politiques, au niveau administration publique, et puis en droit. Ça m'a amené à faire diverses implications, et puis m'impliquer, je te dirais, très, très jeune, quand même, à l'époque d'un certain Ryan Mulroney, donc de deuxième mandat. Donc, je ne vais pas trahir mon âge, mais bon, ça fait quand même quelques années déjà. J'ai ajouté à ça, quand même, avec le temps, des formations complémentaires en commerce international, plus récemment avec le MIT, en une certification en développement durable, dont le titre m'avait accroché à l'époque, Sustainable Development, but Opportunities from the Industries. Donc, la recherche d'équilibre, on n'occulte pas l'économie, on en tient compte, tout en tenant compte des enjeux économiques, environnementaux et sociaux. Donc, si tu vois, c'est un package là, qui m'a finalement donné une vision qui est plus, je dirais, 360, mais toujours axée sur le développement économique. Et avec le temps, ben, ça m'a amené à devenir consultant. Beaucoup d'accompagnement auprès de la PME en région, au Nouveau-Brunswick, notamment au Québec, bien sûr. Actuellement, même en Ontario, du côté francophone de l'Ontario. Et puis, du même souffle, ben, je suis aussi médiateur en matière civile et commerciale. Donc, lorsqu'on parle de transactionnel, donc, avant d'en arriver à un litige, il y a tellement de choses qui peuvent être faites pour régler les incompréhensions avant que ça se transforme en conflit. Alors, ça fait aussi partie de mes tâches. Donc, actuellement, en fait, là, tout ça m'a amené à devenir, comme on le mentionnait tantôt, expert avec le temps, inévitablement, en transfert d'entreprise, reprenariat, aussi dans le transactionnel en bonne et due forme, mais toujours avec l'angle, toujours en arrière-plan, la mentalité du médiateur pour s'assurer qu'on arrive à terme avec un deal, parce qu'il y a tellement des gens qui sont impliqués dans le processus. Moi, le travail et le plaisir que j'ai, c'est de m'assurer que l'ensemble de l'écosystème arrive à terme dans un projet. Il n'y a rien de plus emballant que ça. Alors, ça, c'est ce qui m'anime énormément.
Sinon, c'est de la formation que je fais aussi. Donc, beaucoup de webinaires du côté du transfert d'entreprise, puis en tenant compte des enjeux de développement durable. On pourra peut-être aborder la question plus précisément tantôt, mais c'est de tenir compte de ces dimensions-là, parce qu'au Québec, il y a quand même des choses qui ont évolué. Le transfert d'entreprise, il y a 10 ans, c'était une chose. Maintenant, il y a des choses qui se sont ajoutées, des éléments dont on doit tenir compte. Alors, c'est ces éléments-là que j'apporte aussi auprès des entreprises. Et à quel moment dans ton parcours, dans ton cursus là, d'apprentissage, tu as eu le déclic, l'illumination pour faire ce que tu fais aujourd'hui? En fait, ça a toujours été en arrière-plan. Au début, regarde, même quand je disais tantôt que j'ai fait mon droit, mais c'est même au barreau que je me suis lancé en affaires avec 2 de mes amis pour créer une entreprise qui s'appelait à l'époque Biocontact Communication. Okay. On avait le rêve de devenir le concurrent officiel de Medicalert, toi. Et là là. Ambitieux. Ambitieux. On a vécu le rêve pendant 3-5 ans, mais bref, c'est là que j'ai appris ce qu'il ne faut pas faire pour se lancer en affaires. Alors, toutes les erreurs, on les a faites. Mais c'était une période d'apprentissage extraordinaire. Mais lorsque j'ai fait ça, et je réponds à ta question, il fallait quand même m'apporter du pain et du beurre sur la table. Fait que, avec mes implications en parallèle, le métier de consultant, qui était pour moi un plan B, est devenu graduellement mon plan A. Donc, la consultation, l'accompagnement de la PME, inévitablement, lorsqu'on fait beaucoup d'implications, des campagnes électorales et autres, pour dire que tout se rattache, là, inévitablement, la vente, la mise en marché, c'est pas loin, c'est tout près. Et donc, avec les formations additionnelles que je me suis octroyées, que je me suis permis de me donner, finalement, j'ai développé cette spécialisation-là. Donc, c'était le premier axe de développement. Et puis, ça m'a amené de fil en aiguille, de partir finalement de Laurentides de Joliette, où était Biocontact, pour finalement me rendre dans le Bas-Saint-Laurent. Puis à la suite, j'ai été appelé pour être consultant là-bas suite à l'incendie à l'époque de Viande-du-Breton à Notre-Dame-du-Lac. Donc, je travaillais avec la SADC et Développement économique Canada à l'époque pour accompagner une 20aine d'entreprises pour éviter finalement qu'au moins il y ait un tissu économique qui puisse prendre forme. On a fait un beau projet force-faiblesse, un bon swap là, au niveau régional, ce qui nous a amené ensuite à la création de Bâtistec, qui est maintenant installé à Cabano. Alors, tout ça, tu vois qu'il n'y a rien de prévu. Quand je dis que c'est atypique, là, c'est que tu en trouves une porte, tu en as une autre, tu en as une autre, et ça amène à ce que je fais aujourd'hui. Et alors, à un moment donné, lorsque cette récurrence-là d'accompagner la petite et moyenne entreprise devient finalement la norme, bien là, tu te dis, bon, écoute, il y a peut-être quelque chose là, finalement, là. Puis on sent qu'on fait une différence. Puis je te dirais que c'est pas un choix stratégique, ça. C'est lorsqu'au premier... Comment je pourrais te dire? Lorsqu'au premier mandat concret avec des personnes humaines qui sont en face de toi, tu quittes en disant, il y a eu un avant, puis un après. Puis tu as été une des pièces, ou des pièces d'engrenage, que je pourrais dire, là, qui a permis d'en arriver à ce pas en avant-là. Wow! Ouais. Wow! Hey, là, je suis pas juste dans la théorie, là. Je suis dans le concret, puis on peut aider le monde. Regarde, c'est niaiseux comme ça. C'est aussi simple que ça. Alors, à un moment donné, veux pas, tu y prends goût. Une révélation par l'action. Oui. Puis la mise en action. La mise en action, puis c'est la concrétisation. Puis en même temps, c'est la concrétisation d'une somme d'expérience, de ce que tu as appris, de ce qu'on t'a enseigné. Puis finalement, ce que j'ai fait par le passé, ça a pu être utile pour ça. Puis un autre élément du passé, ça a été utile pour ça. Puis dans la vie concrète des gens, on voit une différence. Même chose en médiation. Ouais. Là, je le vois encore plus actuellement dans l'aspect transactionnel, parce que là, les enjeux, c'est pas qu'auparavant, c'était moins sensible, c'est pas ça. Mais quand on arrive avec des enjeux beaucoup plus complexes, et que même encore aujourd'hui, tu peux faire une différence au plan humain, qu'est-ce qu'il y a... Je sais pas qu'est-ce qui peut être plus valorisant que ça. Ouais. Honnêtement. Oui, bien, écoute, je rebondis parce que tu parlais de du Breton, Notre-Dame-du-Lac. Ouais. J'étais conseiller municipal à l'époque quand c'est arrivé. Fait qu'on ne s'est pas croisés, on ne s'est pas vus, mais c'était un impact majeur parce que c'était l'industrie. Ouais. Tu sais, si je regarde en termes d'employés, là, du nombre d'employés, c'était l'industrie de la MRC de Témiscouata. 250-300 personnes travaillaient c'est ça. Après ça, arrivaient des secteurs publics, puis dans le secteur privé, écoute, on avait Norempac, Papier Cascade à Cabano, mais écoute, c'était volumineux. Là, ça a été majeur. C'était énorme. C'était majeur. Oui, absolument, absolument. Puis je travaillais à l'époque
Bon, peut-être qu'à ce moment-là, si je te parle de Gaston Rousseau, qui était directeur, bon. Alors, tu sais, c'était un enjeu sensible, là. C'était immense, là. C'était pas simplement une question d'une entreprise qui avait une usine qui avait flambé. C'était l'avenir du MRC. Oui, l'avenir d'une MRC. Alors, écoute, à l'époque, là, je n'avais pas fin vingtaine, début trentaine, là. Ouais. Fait que quand tu arrives, tu vis ça, puis tu dis, hey, oh, j'ai contribué à ça. Ben, c'est pas une question d'ego, là, c'est une question de dire, hey, quel sens, le mot utile prend un sens à ce moment-là extraordinaire. Ouais. Tu as contribué à quelque chose. Et puis c'est là que j'ai appris que tu n'es jamais plus fort que l'équipe dans laquelle tu es. Ouais. Là, ça ramène aussi tes 2 pieds sur terre. Et ça m'est resté. Dans toutes les implications, même en politique, je travaillais avec des gens qui croyaient à ça. C'est la force de l'équipe. La force de l'équipe. Donc, tu as un beau être travailleur autonome, mais moi, j'ai toujours ce sentiment d'éviter le plus possible d'être tout seul sur mon île. Ça, c'est une hantise qui m'anime. Ouais. Et de pouvoir avoir cette impression de faire équipe avec les gens que j'accompagne, ça fait toute la différence. Le défaut, par contre, que ça peut générer dans mon cas, c'est... on va dire, on peut jamais trop être impliqué, mais à un moment donné, il faut être capable aussi de prendre une distance, mais je le regrette pas, ce défaut-là, pour être honnête. Vraiment pas. Puis écoute, question comme ça, d'après toi, avec l'expérience, le vécu que tu as, ouais. Est-ce que c'est possible de dissocier le politique de l'économique? Non. Non. Et le problème que je trouve, moi, c'est qu'on l'ignore trop, le politique. Et je ne veux pas me lancer dans des grosses analyses géopolitiques, mais en fin de compte, je l'ai écrit, donc je vais être conséquent avec mes propos, là. Nos comités aviseurs, actuellement, comme j'aime dire, quand on est du côté sud du fleuve, je prends la 132, mais je reviens sur la route 20. Okay. Il faut en tenir compte de plus en plus. On a vécu au Canada pendant 10, 15, non, 40 ans, 50 ans, sous une coupole où finalement on se disait, on est dans un écosystème tel que finalement, ben, regarde, nos imprévus, comment je pourrais dire, nos petits tremblements de terre au plan économique. On peut regarder tout avec une analyse froidement économique. Puis est-ce que c'est la hausse des taux d'intérêt? Est-ce que finalement, c'est plutôt d'investir pour une plus grande productivité? Bref, on s'en tenait à ça, puis c'était correct en fin de compte. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'avoir une analyse beaucoup plus large? Pas vraiment. Mais là, pour la première fois d'histoire, en fait, je dirais, depuis la période de la guerre froide, en fait, là, où finalement, il faut que le Canada redevienne, comme j'aime à dire, un pays adulte. Et être un pays adulte, ça veut dire que l'ensemble de tout l'écosystème dans lequel on est, au plan social, politique, économique, environnemental et tout, dans la prise de décision d'un chef d'entreprise, ça se doit d'être tenu en compte. Et c'est pour ça que je dis, que je répète, l'importance de s'assurer que nos comités aviseurs se doivent d'avoir les champs d'expertise les plus vastes possibles. Est-ce qu'actuellement, c'est le cas? Ben, en toute objectivité, si je regarde la réaction qu'on a eue en janvier dernier, lorsque les premières annonces, les premiers commentaires du président Trump actuel concernant le 25 % de tarifs a été fait, ça a été fait de manière excessive. La réaction a été épidermique. Dans un deuxième temps, je lisais respectueusement, j'entends, oui. Les commentaires de spécialistes, mais tout semblait se résumer à quelle va être la réaction de Wall Street, une réaction en termes économiques. Est-ce que finalement le 25 % va générer tant d'impact? Non, finalement, avec la dévaluation du dollar, on va peut-être être en mesure d'en absorber une partie, mais au-delà de ça, c'est que là, on est en mode réaction, mais il faut être capable aussi de se projeter. Et projeter, là, j'étire l'élastique, mais dans le fin de compte, c'est très, très vrai. Se projeter, c'est aussi ça, la durabilité. C'est aussi ça, la pérennité. Et ça fait partie de ça devrait faire partie des objectifs de développement durable, en fait, d'une entreprise. Donc, ce faisant, c'est que pour être capable de bien réagir, il faut en amont être capable de bien prévenir. Et bien prévenir, c'est d'avoir le spectre le plus large possible des enjeux qui peuvent venir influer ta prise de décision. Donc, est-ce qu'actuellement, je pense qu'on a eu un réveil par rapport à ça. Et tout ça pour te dire que non, on ne peut pas occulter la politique de l'économique. C'est impossible. Et
bien qu'on ait tenté de le croire, puis qu'il y a eu même beaucoup de théories politiques et économiques qui faisaient à l'effet que, finalement, ça devient de plus en plus des entités qui sont indépendantes l'une de l'autre, et que l'État-nation est en perte, finalement, d'influence, quoi que ce soit. Mais on se rend compte que c'est tout à fait faux. C'est jamais été aussi faux que maintenant. Ouais. Donc, il faut revoir nos paradigmes, il faut revoir nos axes d'analyse, puis les angles aussi qu'on veut prioriser. Donc, ce faisant, c'est aussi ça un leadership. Hein? C'est aussi être capable de voir. Leadership. Ouais. Leadership. C'est le leadership qui est très lumineux, très brillant, mais comme dirait le vieil adage qui dit que la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Oui. Mais il est d'or dans la mesure où... moi, j'ai toujours d'admiration. Hein? Je parle beaucoup, hein, tu peux m'arrêter n'importe quand, il n'y a pas de souci. Mais j'admire le leadership, le leadership discret, Ouais. le leadership silencieux. Où finalement, c'est que lorsqu'il se doit de prendre lumière, parce que c'est important qu'il puisse prendre lumière à un moment donné, par la reconnaissance, par la reconnaissance des pairs et autres, c'est humain et c'est normal. Mais c'est tous ces sillons en amont qui t'amènent là. Moi, je suis très admiratif. Donc, c'est pour ça que je te dirais tout ça pour te dire que ce leadership-là, le vrai leadership pour moi, c'est cette capacité de prendre le recul et de s'entourer le plus possible des personnes qui peuvent t'éclairer. Oui. Parce qu'il y a différentes formes de leadership et il y a des leaderships qui sont inspirants, puis il y a d'autres leaderships qui sont très accaparants puis très déstabilisants. Là. Mais je reviens, puis je vais résumer là, le bout moi, en une citation. Ouais. J'aime beaucoup les citations, puis il y en a une d'Einstein qui dit « L'état d'esprit qui t'a mené dans une situation ou une problématique X ne peut pas être le même état d'esprit qui t'en fasse sortir. » Donc, quand ça fait 40 ans, 50 ans que tu fais la même chose, puis tu te fais des accroires, puis que là, tu te crées un monde transversal, puis tu te fais des illusions, là, tout de suite, il y a une désillusion par rapport à ce qu'on s'est illusionné pendant plusieurs années. Tellement. Puis, je pense que, moi, je le dis, là, je ne suis pas un partisan, puis je le dis directement, je ne suis pas un partisan de la méthode de Donald Trump. Mais Donald Trump est en train de rendre service au Canada en disant « Réveillez-vous ». Donc, c'est ça. Réveillons-nous, puis faisons ce qu'on a à faire ensemble. Ben voilà. Tout à fait. Hey, dis-moi, on parle d'entrepreneuriat, on parle de leadership, là, mais d'après toi, là, quelles sont les compétences essentielles aujourd'hui, dans notre monde actuel, quelles sont les compétences essentielles d'un leader afin de pouvoir se développer puis s'adapter dans cette économie-là là, qui est en plein bouleversement? Quand je te disais tantôt que j'appréciais énormément le leadership silencieux ou discret, tu vas comprendre les deux qualités. Puis moi-même, il faut que je travaille dessus, puis on t'apprend ça, mais détermination, ça va, mais patience. Ouais. Et en fin de compte, patience plus qu'autre chose. Patience et détermination. La patience te permet de prendre le recul. La patience te permet de pouvoir avoir une vision, pas en hauteur pour éviter de voir finalement ce que tu ne veux pas voir, mais d'avoir une vision globale. Et à ce moment-là, être en mesure, à ce moment-là, de choisir les bonnes personnes qui vont t'accompagner pour la suite. Et ça, c'est à tout moment. Il y a des accompagnements qui vont se faire à court terme, moyen et long terme. Puis il y a des moments qui sont plus ou moins longs, tout au long du processus du projet. Dans le contexte actuel, patience, lorsqu'on fait face à beaucoup plus d'imprévus qu'autre chose actuellement, ou comme on entend parfois, hein, que la seule chose sur laquelle on peut être certaine, c'est que demain est incertain. Je pourrais me dire avec raison, ben ouais, mais là, ça n'a pas de sens ce que tu viens de me dire. Je ne peux pas être patient sans savoir ce qui s'en vient demain. Oui, il faut l'être patient sans savoir ce qui s'en vient demain parce que le pire danger qui peut résoudre de tout ça, c'est que tu ne l'es pas suffisamment. C'est de prendre des décisions qui peuvent sembler une bouée de sauvetage, mais finalement, ta bouée de sauvetage pèse peut-être 1 tonne pour finalement te rendre complètement en bas là, d'un abysse. Puis, en plus de manquer d'air, tu ne reverras jamais la surface. Donc, moi, c'est ça. C'est la qualité première la plus essentielle. La détermination qui décline la patience, c'est qu'il ne faut pas lâcher. Encore une fois, c'est d'autant plus vrai quand c'est incertain. Si tu n'as pas cette détermination-là, et si tu ne trouves pas surtout un environnement dans lequel tu peux retrouver cette recharge de batterie-là, ça va être difficile. Chacun a ses moyens, chacun a sa façon de faire.
pour moi, personnellement, je suis croyant, donc je m'adresse à ce que j'appelle, parfois ce qu'on appelle mon meilleur chum. Alors, des fois, ça me donne le twist pour donner un coup de pied au derrière au bon endroit. D'autres, c'est d'autres façons, c'est pas plus grave. Mais chacun sa voix, chacun son carburant, chacune son carburant. Donc, moi, de mon côté, mais c'est ça. Puis, moi, c'est les deux qualités essentielles. C'est pas tant qu'ils sont les meilleurs, mais je pense que dans le contexte actuel, je pense c'est drôle, hein? Je pense que l'être humain a la somme des qualités nécessaires, mais c'est de choisir les bonnes en fonction du contexte dans lequel tu es. Si je suis pas sûr que ce que je viens de dire ce matin serait à propos si on s'était rencontrés il y a 3 ans passés. Ouais. Mais là, actuellement, je considère que c'est vraiment ça. Puis c'est ce que j'essaie de transposer à... On appelle ça client, mais les gens que je croise dans le cadre de mon travail. Si on n'a pas ça, on devra beau avoir le meilleur projet au monde. Tout le monde a eu un Austerlitz, mais là, tu as plus de chances de rencontrer un Waterloo si tu ne tiens pas compte de ces qualités-là. Oui, tout à fait. Puis tout est contextuel dans le temps. Dans la période COVID, ça aurait été d'autres compétences en leadership. Là. Mais c'est sûr que dans le contexte actuel, c'est différent. C'est différent. Ouais. Dis-moi, toujours en parlant de contexte actuel, okay? On parle de globalisation, de technologie, de transformation numérique, de mesures protectionnistes aussi également. Là. OK? Toi, comment tu vois l'évolution des modèles d'affaires, des modèles économiques là, qu'on doit penser, qu'on doit réfléchir, mettre en place, structurer, justement pour embrasser cet avenir-là qui se présente à nous? Là? Je pense qu'en fin de compte, je trouve qu'il y a des opportunités qui se pointent à nous que d'autres pays ont eu à traverser. Et donc, en ce sens-là, moi, j'ai comme l'impression qu'il y a des gestes qu'on ne soupçonne pas le talent qu'on peut avoir. Je m'explique. Mettons, je parle du secteur forestier. Bon, un exemple. Je pense qu'on n'a jamais eu autant l'occasion que maintenant de focusser sur des produits de 2e et 3e valeur ajoutée. Valeur ajoutée, 2e, 3e transformation. On a des connaissances extraordinaires. On a des réseaux de centres collégiaux de transfert technologique. J'ai fait une visite à un moment donné, puis que ce soit Innofib à Trois-Rivières, que ce soit le CEREX à Amqui, que ce soit on doit à Sainte-Foy, le CERFO, qui, eux, travaillent justement pour trouver les meilleures essences de bois dans un contexte de changement climatique. C'est un des exemples. Là. C'est de faire le maillage de l'ensemble d'immenses belles pièces de puzzle, mais qui n'ont jamais été vraiment jumelées ensemble pour faire un tout global. Secteur forestier, là, on a eu des essences, on a des entreprises qui sont innovantes, on a des centres de recherche, il y a déjà des projets qui sont en cours, mais qu'à un moment donné, une entreprise laisse tomber. Donc, ce que j'appelle des projets tablettes, c'est là. On a des opportunités en or qui sont là devant nous. On n'a jamais eu l'occasion de le faire parce que ça allait bien. Quand ton day-to-day, c'est de t'assurer que ton 54 pieds va traverser ce qu'on appelle les lignes, puis va se rendre au Kentucky. Pourquoi? Ça, je te parle du secteur forestier. On pourrait parler de bien d'autres secteurs. Puis là, puis moi qui crois au développement régional, puis qui crois à l'occupation du territoire, tu comprends, parce que tu m'en parlais d'État tantôt, s'il y a un secteur qui peut contribuer à ça, mais c'est merveilleux. Oui. Et puis, c'est facile aussi. Et là, je ne me ferai peut-être pas d'amis, mais c'est pas grave. L'idée, c'est on parle en raison. Là. Mais on dit les vraies choses. Ben oui. Quand ça va bien, c'est facile de dire qu'il ne faut pas faire tel projet, puis il ne faut pas faire ci, puis il ne faut pas faire ça. Parce que ça va déranger mon écosystème, ça va déranger mon environnement. Puis c'est pas trop grave. Dans le pire des cas, ben, l'État est là pour compenser. Mais là, on n'aura peut-être pas tant que ça les moyens de nos prétentions. Là. Est-ce qu'on peut tenter de dire, écoute, on va arrêter d'être idéologue pendant un certain temps? J'utilise le mot. Parce qu'il y a des dossiers au plan politique où des fois, j'ai vraiment l'impression, dans des guerres de religion, que d'être dans des dossiers où finalement, on voulait vraiment trouver une solution à des problèmes où est-ce que c'est des pères, des mères de famille qui étaient impactés, là? Est-ce qu'on peut prendre un recul à un moment donné et agir comme des adultes? Là? Oui. Hein? C'est beau écrire là, dans des beaux grands centres urbains, puis que tu n'as jamais peut-être été visiter là, le village, je n'en nommerai pas, mais voir c'est quoi le vécu de ces gens-là? Voyons, à un moment donné, revenons sur Terre 2 minutes. Là. Je sais bien qu'il y a des espèces à protéger, je suis très d'accord avec ça, mais l'être humain, on est quoi, nous, là-dedans? Je veux dire, est-ce qu'on ne doit pas y accorder une certaine importance? Je pose la question.
Moi, quand je pose la question, j'ai une bonne idée de la réponse, mais j'influerai personne. Mais il y en demeure pas moins que c'est ça pareil. C'est ça pareil. Alors, il y a aussi ce chemin de mentalité-là que ça nous apporte. Puis dans le contexte actuel, ça peut aussi nous amener à aller vers l'autre. Je suis pas dans l'ésotérique quand vous allez vers l'autre. Je pourrais utiliser le verbatim économique en disant diversification des marchés. Bon. Mais aller vers l'autre, là, c'est aussi de dire, ben écoute, finalement, je vais aller ailleurs. Puis peut-être que finalement, mes produits peuvent répondre à des besoins à l'extérieur, puis j'ai jamais pensé. Donc, 3 éléments, en 3 mots. Diversification, on va vers l'autre. Valeur ajoutée, ben, innovation, intéressant. Puis peut-être finalement, ben, regarde, il faut prendre conscience qu'à un moment donné, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Puis que ce qui était prioritaire il y a quelque temps l'est peut-être moins, puis remplacer d'autres éléments qui prennent de l'importance. Quand on parle de développement durable, c'est aussi ça. Quand que je parle d'équilibre au plan économique, social, environnemental, c'est ça. Tout est en tout. Ce qui était vrai dans un certain temps, ça ne veut pas dire qu'il l'est moins, mais il faut simplement tendre à s'adapter les différentes priorités en fonction du contexte. On parlait de contexte tantôt. Ouais. C'est exactement ça. Oui, puis tu soulèves un point important, puis je vais revenir avec une question là-dessus, mais sur l'innovation. Puis l'innovation, on a vu ici au Québec, au Canada, de grandes entreprises disparaître avec le temps, puis il y en a eu ailleurs dans le monde aussi. Tu sais, on peut penser à des grandes chaînes. Quand j'étais petit cul chez nous, je me souviens qu'il y avait les catalogues Eaton, les catalogues Sears, puis plus vieux que ça, il y avait les catalogues Dupuis et Frères. Okay, là, ça, je vais pas... Je suis plus vieux que toi. Mais, tu sais, il y avait déjà une forme de vente, puis on était à un claquement de doigts de faire des ventes en ligne, mais on l'a pas fait, puis ces entreprises-là ont disparu. On pourrait parler de Polaroid, puis Stanberg, puis d'autres. Là. Donc, ce que tu viens de toucher, OK, un peu de s'asseoir sur ses lauriers, puis de prendre pour acquis. Donc, là, on se retire justement du développement, du multi-développement, de la collaboration, puis on se distance aussi de l'innovation. Mais comment l'innovation, là, selon toi, là, comment l'innovation doit s'inscrire dans ce développement économique durable-là aujourd'hui? En fin de compte, l'innovation en tant que telle, quand on parle de la recherche de l'équilibre, moi, c'est toujours ça. C'est peut-être je suis peut-être biaisé par le profil du médiateur, là. Mais je pense que la recherche d'équilibre est toujours garantie, c'est toujours une garantie de succès. Ou du moins, ça évite le dérapage. Alors, en revenant sur cette prémisse-là, donc, s'assurer qu'au plan environnemental, social, économique, l'innovation, comment l'intégrer, ben c'est d'être en mode écoute au début. Tu sais, le plus bel exemple où on peut voir à la fois la possibilité d'un gain extraordinaire pour l'humanité ou un dérapage extraordinaire et dramatique, c'est l'intelligence artificielle. S'il n'y a pas quelque chose d'innovant là, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle. Et ce que je trouve bien actuellement, c'est qu'il y a quand même des personnes qui lèvent les drapeaux jaunes pour dire qu'attention, ça va peut-être un peu vite. Puis des gens qui y œuvraient il n'y a pas encore si longtemps pour dire qu'il y a peut-être un risque de dérapage. Et d'autres qui vont, écoute, comme des chevaux au printemps, là, tu sais, on galope, puis on ne sait pas s'il y a un ravin qui s'en vient, mais tant qu'on ne le voit pas, c'est pas grave, on a les yeux fermés, puis on fonce. Donc, l'innovation, tout type d'innovation doit vraiment s'inscrire dans cette recherche d'équilibre. Ce que je vais innover, est-ce que ça va avoir un impact au sein de l'entreprise que je gère au niveau de mes employés? Est-ce que ce que je veux implanter, est-ce que c'est bien compris par les personnes qui font partie de mon organisation? Est-ce qu'en termes de perception dans ma communauté, ce que je vais mettre sur pied, ça va être bien perçu? Parce que, surtout lorsqu'on est en région, peu importe, on fait partie d'un écosystème. Est-ce qu'au plan environnemental, parce que, comme je le disais tantôt, on ne l'occulte pas, on en tient compte. Donc, quel effet ça va générer? Puis, est-ce qu'au plan économique, ça va me permettre à l'entreprise de maintenir ses activités? C'est des questions essentielles. Quand on fait un diagnostic, c'est ça. Ouais. Et c'est ça que j'aime souvent dire aux gens, que le développement durable, c'est pas quelque chose d'ésotérique, parce qu'encore une fois, il y a encore une sensibilisation qui est à faire. Mais non, c'est un outil extraordinaire dans ta prise de décision. C'est que ça élargit ta gamme de variables pour t'assurer que ta décision est encore plus solide. Alors, tu vois, simplement ce que je viens de te donner comme éclairage, comme réflexion, s'ajoute
un questionnement, un diagnostic très conventionnel qu'on va connaître, à savoir, bon, la santé financière de l'entreprise, puis ça va augmenter sa productivité, puisqu'à ce moment-là, une réduction de coûts, puis accès, finalement, on va être plus compétitif, etc. Ça n'enlève rien. Mais là, lorsqu'on a... Si l'innovation est simplement en fonction des quelques questionnements que je viens de te poser, malheureusement, on en rate une partie. Mais si on y ajoute les autres éléments que je viens de t'exposer, bien là, on a une vision beaucoup plus globale. Ouais. Et face à une incertitude, encore une fois, ou une difficulté de savoir ce qu'on peut appréhender pour l'avenir, bien, le simple fait de justement poser ces bonnes questions-là permet d'être encore beaucoup plus résilient à l'imprévu. Alors, conséquemment, si c'est une innovation, parfait, mais posons juste les bonnes questions en amont. En parlant de poser les bonnes questions, OK, on parle de développement économique, on parle aussi de planification stratégique. Oui, oui. OK? Puis, selon tes observations, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que les entrepreneurs, les leaders en entreprise font justement en lien avec ces deux points-là, planification stratégique puis développement économique? C'est quoi les erreurs ou les omissions que les leaders, les gestionnaires en entreprise vont poser, ce que tu as observé? Moi, c'est qu'au départ, très souvent, justement, il y a peut-être une confusion entre les deux. Et que si ta planification stratégique, sa seule finalité, se limite finalement avec des objectifs relatifs au développement économique de ton entreprise, c'est que malheureusement, tu mets de côté d'autres facettes qui sont aussi importantes par moment, sinon plus. Tu peux avoir une planification stratégique en fonction de développement de marché, exemple, ou quelque chose de très, très, très circonscrit. Mais si par contre, est-ce que dans ta planification stratégique, tu es sûr d'avoir l'adhésion de l'ensemble du monde de ton personnel? Est-ce que ton réseau interne et externe t'en tient compte? Est-ce qu'en fonction de ton approvisionnement ou la réalité environnementale ou sociale dans laquelle tu es, toute ta planification et les conséquences internes et externes sont mesurées? Très souvent, c'est plus à ce moment-là de « Ah, ça, j'avais pas pensé à. J'avais pas prévu ça. » Donc, ça, c'est la même chose. En fin de compte, c'est la même dynamique, à peu de choses près. Et dans différentes circonstances, les réflexions sont souvent les mêmes, ou les oublis sont souvent les mêmes. Je pourrais te répéter à ce moment-là les mêmes enjeux qu'au niveau de comment on intègre l'innovation au niveau du développement économique, etc. C'est la même chose. Il faut avoir des questionnements qui sont beaucoup plus larges, actuellement surtout. Et je te dirais que même de manière pratico-pratique, très pratico-pratique, là, vraiment, là, on était je vais devenir très, très drabe, mais il faut en tenir compte. C'est que ta planification stratégique, il faut qu'elle tienne compte aussi d'un écosystème qui est celui même des orientations gouvernementales qui, elles, sont déjà en amont. Et si tu t'y rattaches pas, c'est bien plate à dire, mais tu vas avoir les projets que tu voudras, faire les demandes financières que tu voudras, tu vas te poser la question pourquoi c'est un non. Exemple, au Québec, depuis 2023, on a ce qu'on appelle la stratégie gouvernementale en développement durable 2023-2028. Ça veut dire quoi, ça? Là, ça dit que c'est au niveau du secrétariat du Conseil du Trésor qui demande que l'État puisse gérer les fonds publics, donc les crédits budgétaires et les programmes gouvernementaux, à la lumière des principes de développement durable, plan économique, social, environnemental. J'ai aidé, moi, deux entreprises dans le secteur des pêches pour faire une demande d'aide financière pour un voyage là, en Europe pour l'acquisition éventuelle de machines pour la transformation du sébaste. Poisson qui est considéré comme un carnivore et puis un prédateur majeur pour la crevette. Puis on connaît la situation de la crevette en Gaspésie. Ben, dans le formulaire, c'était clairement demandé, expliquez-moi à quoi cette démarche-là va répondre aux objectifs économiques, sociaux et environnementaux. Donc, ta planification stratégique, tu le fais pour, oui, les besoins internes, mais il ne faut pas que tu le fasses de manière trop circonscrite. Puis même à l'interne, comme je viens de te dire tantôt, il y a des variables que tu dois tenir compte qui sont plus larges que la seule finalité du développement économique. Si tu as compris ça, tu as compris que le développement économique, c'est beaucoup plus large que simplement la rentabilité puis la croissance uniquement ça. Mais en même temps, ton environnement externe est celui du politique. Et on revient donc à une des questions qu'on se posait tantôt. C'est qu'on voit que le politique ne peut pas être occulté de l'économique. Tout est en tout, encore une fois. Et ça, je dirais que là, c'est une impression. Je n'ai pas d'éléments. Je ne peux pas le dire de manière hors de tout doute raisonnable. Là. Mais j'ai comme l'impression que cet élément-là du politique est comme tellement nouveau pour plusieurs professionnels
que des fois, lorsque j'en parle, ah oui, peut-être que. Ouais. Mais le peut-être que, c'est pas un peut-être que, là. C'est plus que ça. C'est ça, là. Je veux dire, quand tu fais une demande d'aide financière, là, puis qu'après ça, tu te rends compte que tu as plus de chances d'avoir un oui parce que tu réponds à un certain nouveau critère, on se doit faire le meilleur accompagnement possible. On n'a pas le choix de faire l'effort de s'élargir les œillères. Ou à ce moment-là, si ce n'est pas le cas, bien, si on est vraiment, puis on est excellent dans certains champs d'activité, ayons pas peur de réunir peut-être avec d'autres élèves, d'autres professionnels qui vont nous amener des pans de connaissances que nécessairement on ne pensait pas nécessaires, mais qui le sont maintenant. Tu vois, tu touches un point qui me rejoint beaucoup. Parce que quand je suis en situation, en relation de coaching, de formation avec des clients, je parle beaucoup de la pensée stratégique. Ouais. Parce que, tu sais, quand on arrive en planification stratégique, dans le cas où je reste dans mes paradigmes, comme tu le disais tantôt, dans mes pensées, puis dans mes 40-50 dernières années d'un modèle qui est révolu, qui n'a plus sa place, bien, je vais continuer à alimenter mes pensées sur des bases, sur des références qui n'ont plus leur place aujourd'hui. Et un des moyens de s'en sortir, c'est exactement ce que tu viens de dire. Allons voir ailleurs, allons chercher d'autres ressources, tu sais, des professionnels, des gens qui ont des compétences que nous, on n'a pas, OK, pour réfléchir d'une façon différente. Et là, ça va me permettre de poser des bons gestes et d'avoir une planification stratégique qui va être optimale. Au lieu de répéter ce qu'on sait déjà. Il y a un avant puis un après, là. On est dans l'après, on débute l'après, là. Oui. Alors, ceux qui sont allumés... Puis c'est tard un peu. Oui, absolument, absolument. C'est tard parce qu'en fin de compte, ça va à une vitesse grand V, plus vite que... Honnêtement, là, j'ai passé 10 ans en cabinet politique, là, 6 ans au fédéral, 4 ans du côté québécois. Fait que s'il y a un milieu où tu es en mode réactif puis que tout va vite, bang, 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 là, c'est bien là. Et là, je te dis qu'honnêtement, là, je trouve que là, le changement des écosystèmes puis de la géopolitique, ça va plus vite que ce que je l'imaginais. Honnêtement, là, puis c'est pas, là, je ne veux pas être dramatique quoi que ce soit. On regarde la réaction au niveau de l'Union européenne actuellement, certains États plus... France, Allemagne, finalement, ben, ils commencent à lever le ton, comme on dit, là. Ah oui. Mais sont pris, ils sont obligés de le faire. Mais c'était pas souhaité, puis c'était pas prévu. Alors, il y en a plusieurs qui sont en phase d'être complètement décontenancés par rapport à tout ça, parce que là, on lève le ton. Mais est-ce qu'on a les capacités de lever ce ton-là? Au niveau des... Là, je suis rendu en géopolitique, mais bon, au niveau des forces armées, etc., tu sais, l'Allemagne, la France, oui, la France, c'est la plus grande force armée au niveau de l'Europe. Mais écoute, ça durerait peut-être même pas 3 semaines s'il se faisait envahir par la Russie. Peut-être même pas une semaine. Sa capacité de production au niveau de l'armement n'est pas là. Ouais. Alors, c'est ça la réalité. Donc, tout simplement, je prends un exemple. Là. Mais tu comprends que là, on est dans une réaction. On ne peut pas, dans le contexte actuel, garder le silence. Il faut lever le ton. Mais en même temps, il faut mesurer le ton en fonction des moyens que l'on a pour pouvoir le lever, ce ton-là. Mais il y a des moments où on aura peut-être... Puis on n'a déjà pas le choix de le lever un peu, pas mal plus haut que la capacité réelle de pouvoir l'assumer. Donc, ce faisant, honnêtement, je voudrais... À la fois, honnêtement, je suis peut-être masochiste, à la fois, j'aimerais peut-être finalement vivre l'expérience en cabinet politique maintenant, là. Mais en même temps, écoute, ça doit être... c'est sûr que c'est pas facile. Et par la suite, bien là, nos leaders se font critiquer à gauche et à droite. Mais moi, j'aimerais dire, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez? On vit dans des paradigmes et des axes d'analyse qu'on n'avait pas, que personne n'a vécu. Je pense que ceux qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale s'y retrouvaient peut-être un peu plus que qu'est-ce que nous, on a comme capacité de référence actuellement. On les a pas, les références. Non. Moi, j'ai 56, là. Qu'on ne me fasse pas croire que j'ai les références. Mes références sont historiques. On lit bien des bouquins pour essayer de comprendre des parallèles. Ah, peut-être que dans tel contexte, il ou elle ferait ça. Mais on ne peut pas prétendre autre chose que ça. En toute modestie, là. On ne peut pas. Alors, c'est ça. C'est de l'interprétation de l'histoire avec les recueils qu'on a apportés de la main, les documents. Là. Alors, tout va vite. Tout va excessivement vite. Donc, imagine nos chefs d'entreprise dans ce contexte-là. Ouais. Le matin, là, en tout respect, quand on parle là, de... Étant un gars de région, là, moi, mes chefs d'entreprise que je connais, là, se lève le matin, fait la trésorerie, puis fait le ménage, fait tout, là. Hey, qu'est-ce qui se passe, là? Parce que lui, il fait partie peut-être d'une chaîne d'approvisionnement, une entreprise qui est localisée aux États-Unis. Il n'y a pas si longtemps, il a dû adapter un peu toute sa manière de construire, parce qu'il y a certains États américains qu'au niveau du développement durable, c'est plus exigeant. Là, tout d'un coup, il est en train d'apprendre que peut-être...
Il y a du monde qui sont en train de remettre ça en question. Tu sais, je transpose, mais tu vois, c'est ça, c'est son incertitude à lui. Tout ça à cause d'éléments qui sont complètement en dehors de ce qui est habitué au niveau de sa chaîne d'approvisionnement. Sa chaîne, lui, fait partie d'une chaîne d'approvisionnement à point barre. Là. Ouais. Lui, il répond à telle commande. Comment se fait ça qu'une décision qui est prise à je ne sais pas trop combien de kilomètres va venir influer la commande que je pourrais avoir la semaine prochaine? Puis lui, là, il n'est pas décisionnel. C'est pas la fin de la chaîne d'approvisionnement. C'est un des maillons. Tu as pris la décision pour m'assurer mon existence comme maillon. Je fais quoi? Ouais. Alors, c'est ça, je te dis que le conseil, d'être en mesure que ces gens-là puissent bien être accompagnés avec d'autres types de références pour les amener à cheminer au niveau du bon questionnement avant d'en arriver à la bonne réponse. Et c'est fondamental. Et ça, c'est pas simplement pour nos méga entreprises. Là. Non, on est constitué de 90% de moyennes et de petites entreprises. C'est pour elles aussi. Là. C'est essentiel. Ça m'amène à une autre question pour toi. J'en ai des questions aujourd'hui. Hein? Mais parlant Tant que je peux répondre. Oui. Ah, je pense que tu as de la profondeur, tu peux répondre pas mal. Mais parlant de nos leaders en entreprise, de nos gestionnaires aussi, comment ils peuvent faire pour faire du développement durable un atout plutôt qu'une contrainte au niveau de leurs opérations? Première des choses, c'est plate et c'est pas plate à dire. Je dirais aux chefs d'entreprise, vous en êtes même plus à la question de vous dire si c'est une lourdeur, si c'est un fardeau. Je viens de donner juste un premier exemple, là. La stratégie gouvernementale en développement durable qui influence même la façon dont des différents programmes sont gérés. C'est sûr qu'on a c'est pas une coercition, c'est pas une stratégie qui oblige l'entreprise, il faut que je tienne compte des objectifs. Non, mais si l'État les gère de cette manière-là et en tient compte, bien, inévitablement, si tu déposes un projet, il faut que tu sois capable de le comprendre puis de le verbaliser. Ça, c'est clair. Donc, sur cette base-là, je dirais à nos chefs d'entreprise, posez-vous pas la question, hein. Apprenez. Là. C'est même pas, on n'est même plus là. Peut-être que c'est une bénédiction, finalement, que ce soit comme ça ici. Ouais. Côté de l'Ontario, parce que je donne des formations, comme je disais tantôt, du côté ontarien, à ma connaissance, il n'y a pas de stratégie officielle, formelle. Mais quand même, la manière dont les choses sont interprétées dans les ministères, on en tient davantage compte. Donc là, eux, c'est pas encadré comme ici. Peut-être une déformation d'approche civiliste là, qui fait qu'on a besoin d'avoir un cadre pour faire quelque chose. Là. Mais ici, c'est ça. Mais non, au-delà de... C'est une blague puis une semi-blague, là, mais c'est un fait, là. On doit en tenir compte. C'est une des décisions gouvernementales. Mais mettons que j'ai François, le chef d'entreprise, qui me dit « Ouais, Michel, j'entends parler du développement durable. » Mais là, quoi, on est assez comme ça. J'ai encore ça de plus sur les épaules. Pour l'amour du bon Dieu, on va-tu me lâcher à un moment donné? Non, François. C'est simplement une manière... C'est juste pour... Ça élargit ta capacité de prendre ta décision. Puis possiblement que dans 80% du temps... 80% du temps des cas... 80% du temps, on va arrêter ça là, on fait une phrase 5, ça va bien aller. 80% du temps, tu le fais, mais tu t'en rends pas compte. C'est simplement qu'aujourd'hui, on met des mots à des gestes. On nomme les choses. Puis donne-toi simplement... Regarde, tu te fais accompagner par un avocat pour un enjeu juridique. Tu te fais accompagner par un comptable pour ton bilan annuel. Tu as besoin d'un planificateur financier pour t'assurer tes arrières lorsque tu vas prendre ta retraite. Et simplement de dire, écoute, c'est quoi de prendre un coup de téléphone, de faire un coup de téléphone auprès de quelqu'un qui va prendre une demi-heure de son temps, là, puis il va te démystifier ça pour commencer, puis il va te faire un accompagnement, c'est tout. On vient de genre, on s'en rend peut-être pas compte, là, mais depuis le début de notre rencontre, là, c'est rien que de ça que je te parle, le développement durable. Ouais. Tout ce que j'ai dit depuis le début. Est axé là-dessus. Oui. Toute ma réflexion, tout ce dont je viens de parler, c'est du développement durable. Quand je te parle d'équilibre économique, social, environnemental, ça paraît bien, wow. Mais c'est du développement durable parce que quand on dit qu'il faut que tu tiennes compte des décisions que tu vas prendre, ouais, mais là, ma gang, mes entrepreneurs, mon staff, ils embarquent-tu avec moi là-dedans? J'ai-tu bien communiqué mes affaires? Parce qu'écoute, là, on m'envoie dans quelque chose que c'est... Tu sais, on vit tellement une période où il y a c'est perturbant, puis est-ce que je vais être capable de les amener avec moi? J'ai besoin de mon monde. Déjà qu'on a encore quand même... On n'est pas sorti de la pénurie de main-d'œuvre. C'est du développement durable si tu te poses ces bonnes questions-là. Alors, la plupart du temps, on est dedans. C'est simplement de faire les choses de manière ordonnée. Ordonnée et coordonnée. Ouais. Puis la coordination,
Ben, écoute, quelqu'un qui a une bronchite va se prendre de la pénicilline. Je suis bien placé, j'en sors. Là. J'en sors d'une. Ben, donne-toi aussi cette médication-là, ce moyen-là. Et ça va faire partie de ton ADN dans ta prise de décision tellement tu vas dire « Hey, wow, ça me permet vraiment de voir infiniment plus loin que je pensais. » Quand tu as compris ça, puis tu as vécu l'expérience une fois, tu ne veux plus arrêter. Moi, ça a été mon cas. Moi, ça a été mon cas parce que je pensais que le développement durable, et ça, j'ai vécu du côté des dossiers très sensibles au plan gouvernemental, puis je croyais quasiment que c'était juste la protection de l'environnement, mais même si ça me chicotait quelque chose, ça se peut pas juste être ça. On peut prendre au nom d'un concept ou d'une cause, on peut pas. Je veux dire, nuire à une communauté, ça n'a pas de bon sens. Mais quand je me suis donné la chance de m'informer, d'en savoir plus, moi, ça a changé ma manière de faire la business à tout jamais. Ouais. Alors non, c'est une opportunité. Une opportunité extraordinaire. Puis il n'y a pas, je connais personne. Moi, écoute, je défie quelqu'un qui viendrait me dire, oh non, moi, quand j'ai passé à travers ça, ça a été pire qu'avant. Jamais. C'est impossible. Vraiment. Parlant de ça, y a-tu un exemple, y a-tu un dossier concret dans lequel tu es impliqué ou que tu as vu passer, où on a pris une position, puis on est allé vraiment plonger dans le développement durable, puis qu'il y a eu une valorisation, qu'il y a eu significativement une valorisation au niveau de l'entreprise? Il y a 2 ans, j'ai deux amis là, qui accompagnaient une entreprise qui souhaitait, à ce moment-là, bâtir des cadres de fenêtres, mais en aluminium. OK. Puis, c'était en rédaction du plan d'affaires et tout ça. Puis, c'est se poser des questions. Pour la recherche de financement, c'était pas si évident que ça. Puis, un moment donné, on m'a demandé de pouvoir regarder le dossier. Ben, tu vois, le projet en soi, là, qui est contre le fait de pouvoir, si l'entreprise a un marché, de vouloir construire des cadres de fenêtres en aluminium, puis en plus, au plan de l'aluminium, ça peut être recyclable, etc. Au côté environnemental, c'est un plus, bon. Mais il y avait des éléments, on n'était tellement pas habitués de pouvoir parler ou de tenir compte de l'ensemble de ce nouvel écosystème-là, qui est celui de l'impact au plan social, économique, environnemental, qu'on avait finalement, malheureusement, et c'est pour ça qu'il y avait peut-être des difficultés pour le financement, on n'avait pas pris pour acquis que de dire que 60% de la matière première était recyclée était importante d'être mentionnée dans le plan d'affaires. Puis on n'avait pas pensé de dire du même souffle que, bon, ben écoute, l'entreprise avait, le promoteur avait aussi une compagnie de transport, puis que s'il allait se servir de cette compagnie de transport-là pour aller chercher la matière première, donc une augmentation finalement de la croissance de ce secteur-là, de cette division-là, division transport, de 15%. Mais juste de tenir compte de ces éléments-là, qui autrefois peuvent paraître pas nécessairement si pertinents que ça, mais ça peut faire la différence. Alors, tu vois, c'est un cas, on est très dans le concret, très dans le réel. On ne parle pas de micropuces, là. On n'est pas dans une innovation où finalement on fait de la téléportation, là. Non, on n'est pas là. On parle d'un produit que tout le monde connaît. Simple. Mais tu vois, pour ça, ça devient important, ça devient essentiel. Donc, imagine, à ce moment-là, pour des projets, puis il y en a au Québec, qui sont de plus grandes, qui sont, en termes de complexité, plus majeures, plus marquées, alors ça devient encore beaucoup plus important. Je te disais tantôt l'exemple, là, on parle d'un enjeu au plan régional, au niveau de la crevette, au niveau de la Gaspésie, de Rivière-au-Nord. Mais il faut en tenir compte. Il y a une urgence au plan économique cette fois-ci, pour qu'on puisse trouver des voies de passage pour la survie des pêches dans une région où est-ce que finalement c'est fondamental au plan économique. Et puis on demande quand même de justifier quel va être l'impact au plan environnemental aussi et au plan social. Au plan économique, l'enjeu n'était pas là, il est là. Mais quel va être l'impact au plan social et économique? Tout ça parce qu'on est conscient de plus en plus que la décision que tu prends, même en temps de crise, il faut qu'on tienne compte d'une durabilité, d'une pérennité. Et on revient donc, je sais que c'est extraordinaire ce matin, comme tout est dans tout, mais ça revient donc à la question des qualités premières en termes de contexte de qu'est-ce qu'un leader. Ouais. Je parlais de détermination, mais la patience. Donc, en patience, pérennité, durabilité, sur une table de chronologie dans le temps, là, ça se rejoint énormément.
tout est relié. Donc, c'est Puis indéniable. Tu parles de quelque chose qui est très, très, très important. Là. Bon, je pense que tu sais, là, j'ai plusieurs formations en neurosciences. Là, puis j'arrête pas de parler à mes clients de la conscience, de prendre conscience. Parce que souvent, l'être humain, là, il va être sur le pilote automatique. Donc, comme tu le disais tantôt dans différents exemples que tu partageais, fait que tu sais, ça peut bien aller ou paraître bien aller. Ouais. On peut être, par exemple, dans une situation problématique, mais écoute, je m'en vais sur le pilote automatique. Tu sais, je me pose pas trop de questions. Donc, d'augmenter son niveau de conscience puis d'aller plus grand que ce qu'on voit. Oui. OK? C'est comme je dis souvent à certains clients, là, je présente mon doigt, puis je dis, qu'est-ce que tu vois? Bien, il dit, je vois ton doigt. Mais j'ai dit, tu manques de vision parce que tu devrais me voir. Puis tu devrais voir en arrière de moi. Puis, tu sais, t'en parlais tantôt de voir à long terme, d'allonger son champ de vision, mais aussi d'être conscient. Si je suis pas conscient, là, bien, je vais regarder juste le doigt, puis je verrai pas autre chose. Hein? Et voilà. Et voilà. Non, c'est très, très clair. Puis c'est encore plus vrai maintenant, là. Et comme on disait tantôt, lorsqu'on devient adulte, là, on devient responsable de tout. Oui. Être responsable de tout, là, ça veut dire aussi, là, pas simplement s'assurer si on aura assez de sous pour l'épicerie, mais c'est de faire l'entretien. C'est d'améliorer ce qu'on a déjà pour penser éventuellement, quand on pense de transfert, s'assurer que ce qu'on a déjà va avoir encore de la valeur lorsqu'on va vouloir s'en départir. Et c'est ça aussi au niveau d'un transfert d'entreprise. C'est la même réflexion. Être conscient de ce qu'on a maintenant. Est-ce que dans l'avenir, par rapport à quelqu'un qui veut acquérir, de quelle manière cette personne-là va aussi percevoir ce que j'ai? Exact. Alors, à ce moment-là, je dois jouer à la fois sur la perception que j'ai par rapport à la perception que j'ai de moi-même, de l'entreprise ou de ce que j'ai en main, parce qu'on parle de d'être responsable de tout. Puis même à l'au-delà de ça, quand tu parlais de conscience, de penser, percevoir ce que le repreneur ou le nouvel acquéreur va lui-même percevoir de qu'est-ce que moi j'ai. On en fait des détours, mais il en demeure pas moins que c'est la réalité. Donc, c'est pour ça que même, quand je l'ai dit, j'ai écrit un petit bouquin justement là-dessus, Réussir le transfert d'entreprise, là, approche actualisée pour un accompagnement gagnant. J'amène ça, des fois, je m'en sers même comme référence, là, parce que ma mémoire, c'est une faculté qui oublie, et je suis rendu là, des fois, j'oublie. Ouais. Alors, mais c'est ça, même dans tout ce processus-là, d'y incorporer les objectifs de développement durable, parce que objectif de développement durable implique donc prospective. Donc, voir vers l'avenir. Donc, de pouvoir tenir compte de ces différents éléments-là, mais pour moi, c'est interrelié. Donc, ce faisant, non, on ne peut pas... Si on n'incorpore pas et si on ne fait pas l'exercice de voir au-delà du court terme, il n'y a pas un projet actuellement qui peut voir le jour, et même on risque de créer davantage d'incertitudes pour n'importe quel bailleur de fonds. Oui. Parce que le bailleur de fonds, comme on le sait, au-delà du projet, il investit dans la personne. Tout à fait. Donc, conséquemment. Fait que nos chefs d'entreprise, nos leaders, là, ceux qui sont nos leaders, dans le fond, entre toi et moi, là, ils le savent, puis elles le savent. On n'a pas à les convaincre, là. Des fois, c'est simplement une petite tape derrière. Un rappel. Un petit rappel, puis c'est tout. Très sérieusement, je dis, parce qu'ils en ont déjà beaucoup sur les épaules. Oui. Mais c'est ce rappel-là, puis le geste de confiance. Hey, si tu t'es rendu là, tu es capable. Puis regarde, là, je suis pas loin, je suis à côté si tu as besoin. Ouais. Moi, s'il y avait un message là, que nos gens peuvent recevoir de moi aujourd'hui, on n'est pas loin, t'es pas loin, je suis pas loin. Ouais. Il y a des ressources. Il y a des ressources. Ayez pas peur d'en servir. Puis vous avez le choix parmi ceux-là, ceux qui vous conviennent. Puis il y en a d'autres qui essaient de voir un peu plus en avant, puis c'est à leur nature. Puis tout est dans tout, là. Il n'y a pas de meilleur. C'est simplement qu'en fonction de ton contexte, il y a des éléments qui sont plus porteurs pour toi que d'autres, c'est tout. Tantôt, on parlait du politique, qui est politique et économique, qui sont étroitement liés ensemble. Non, on ne peut pas les dissocier. Mais comment un dirigeant d'entreprise peut développer sa capacité d'influence auprès du public, auprès du politique? Il faut que... Ça va être cocasse, hein? Puis, je dirais, de plus en plus, pour avoir eu à... Ça va élever. Ce que je vais te dire, va élever. Moi, c'est plus du côté politique que j'ai appris ça, parce que lorsqu'on parle d'influence, c'est souvent d'influencer une éventuelle prise de décision qui peut avoir un impact sur ta survie même comme entrepreneur ou la manière dont tu vas gérer. Puis très souvent, ces influences-là ou ces décisions-là sont prises par nos instances gouvernementales qui, elles, font pour le mieux. Premier point. Les leaders, nos chefs d'entreprise sont souvent les meilleures personnes pour être capables de porter leur message.
On prend souvent pour acquis que faut passer par un tiers pour être capable de, etc. Bon, pour être accompagné, soit. Mais pour livrer le message, non. Ils sont vraiment les meilleures personnes. Et je peux t'assurer que je ne connais pas une personne qui a œuvré dans l'appareil gouvernemental, là je parle de l'administration publique, qui ne préfère pas avoir la chance de parler avec le chef d'entreprise, la chef d'entreprise, qui est en mesure de bien posséder son message, de bien dire les mots, les choix, les enjeux clairs, limpides, simplement expliquer. Pas expliquer simplement expliquer. L'idée, c'est parce qu'à ce moment-là, ça démontre que tu connais bien ton enjeu, tu connais bien ton historique et tu sais pourquoi tu es là. Chacun veut maximiser son temps, c'est normal. Donc, premier critère, ne pas sous-estimer le fait qu'ils sont les meilleurs porteurs du message. Deuxième point, par contre, tu ne peux pas arriver là de manière improvisée. Comme dans n'importe quoi. Quand tu vas faire un pitch de vente parce qu'on veut vendre, par exemple, je ne sais pas, moi, 2 cordes de bois ou peu importe, là, bon, tu veux vendre ton produit. Il y a une préparation. Il y a une préparation. Alors là, c'est pas n'importe quoi là, que tu vas présenter. Tu te représentes toi-même. C'est toi. Là. Tu es ton produit. Vois-le comme ça. Donc, c'est important que tu sois hyper bien préparé. Puis, il faut que ce soit pratiquement la meilleure présentation que tu auras jamais faite ta vie. Là. C'est encore plus, autant sinon plus que lorsque tu vas chercher ton premier prêt à la banque pour démarrer ta business. Ouais. C'est aussi important. Parce que la relation que tu vas créer avec notamment l'intervenant que tu veux influer, cette relation-là, si tu l'as bien faite au départ, va demeurer après coup. Très souvent, et là, moi, je bifurque davantage vers mon secteur que je me retrouve davantage, là, je me retrouve plus facilement. Si tu penses que tu vas changer le monde avec un contact auprès d'un cabinet politique, ça va aider, il n'y a pas rien d'inutile dans tout ça. Mais écoute, le politique passe, mais l'administratif, lui, va demeurer. Puis si tu fais un bon document, si tu es bien préparé, ta documentation est bien faite, tu fais bien les choses et tu le fais respectueusement. Parce qu'il faut aussi comprendre le travail de l'autre. L'autre, que quand tu veux tenter de l'influer, lui aussi est redevable envers des supérieurs, puis il travaille dans un cadre. Puis ce cadre-là, ben, ça lui est imposé. Il doit œuvrer dedans. Il faut aussi que tu comprennes dans quel univers l'autre travaille aussi, pour être capable, dans cet univers-là, ben, que les deux parties puissent se voir comme étant des alliés respectifs. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu es un allié pour cette personne-là auprès de qui tu as besoin de son aide pour apporter des changements ou influencer un verbatim ou un projet de loi ou peu importe. Ça, c'est la première des choses. Et dans un deuxième temps, ben, si en plus tu fais bien le travail, tu facilites le travail de ton interlocuteur lui-même dans ses fonctions, qui aura pour objet aussi de voir si c'est possible de faire les choses. Donc, dans un deuxième temps, tu crées une relation à long terme, une relation pérenne, et de cette manière-là, ben écoute, tu pourras revenir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 6 ans. Ta porte est ouverte. Tout à fait. Alors, c'est fondamental. Et ça, encore une fois, si tu tiens compte des principes, des approches de développement durable, tu vas te rendre compte que c'est tout à fait sens. Et là, quelqu'un pourrait me dire, ben ouais, mais Michel, tu viens de dire là, c'est juste du bon sens. Oh oui, mais sauf que c'est pas appliqué vraiment pas par tout le monde. Puis il y en a qui m'arrivent, malheureusement, gros gens comme devant, bing, bing, pensant qu'en criant très fort, les choses vont aller plus vite. Ben non. Ça risque même de bloquer. Alors, c'est tout ça. Quand je te parlais de recherche d'équilibre, puis tu tiens compte de l'univers dans lequel l'autre travaille, dans quelle orientation il est, prends connaissance aussi des déclarations de son patron, qui demeure quand même le ministre, si on parle au plan politique, ouais. Parce que ça vient aussi teinter des prises de décision, mais ça veut dire que tu demandes que tu es à l'écoute. Non, ton écosystème au plan social. Économiquement, ton projet va avoir telle retombée. Est-ce que ça rejoint certains objectifs dans lesquels l'interlocuteur que tu vas aussi rencontrer dire « Ah ben oui, mais ça rejoint justement dans ma mission. C'est parfait, ça fit merveilleusement bien. » Et puis au plan environnemental, on ne peut pas l'occulter désormais. Encore une fois, même au niveau de cette approche-là, d'en tenir compte, on s'en sort pas, mais je dirais, oui, ça paraît nouveau, mais tu vois, c'est en même temps, comme je viens de te l'expliquer, tu vas me dire, même Michel, tu ne m'apprends pas grand-chose là, c'est juste qu'aujourd'hui, on nomme. On nomme. Voilà, c'est juste ça. C'est juste ça. On met des mots. Voilà. Dis-moi, Michel, en termes de tendances, quelles sont les tendances que tu vois en matière de développement économique, de développement durable pour les 5-10 prochaines années dans le contexte actuel? Écoute,
Et mettons la première, on va quand même se baser sur une hypothèse. Hypothèse que la tendance que l'on voit en termes d'incertitude est peut-être finalement à être là pour les 3-4 prochaines années. Hypothèse. Ce qui est fort plausible. Bon. Ben, de un, le développement durable va devenir encore de plus en plus incontournable parce que actuellement, de toute façon, si on parle de diversification des marchés, il n'y a absolument rien qui indique que, par exemple, l'Europe ou l'Asie vont aller, eux, en s'amenuisant en termes d'exigences concernant le respect des objectifs de développement durable au niveau de la productivité, au niveau de la production des biens et des services. Il faut savoir qu'en Europe et en Asie, je laisse tomber la Chine à l'heure actuelle, quoique la Chine, je vais donner un petit coup tantôt, mais on parle du Japon, ces pays-là, c'est beaucoup plus exigeant qu'au niveau des États-Unis. Donc, on n'a pas le choix de faire un rattrapage au niveau de nos manières de faire pour qu'on puisse s'introduire dans des nouvelles chaînes d'approvisionnement. Donc, que nos entrepreneurs là, soient conscients de ça. Qu'ils le veuillent pas, il va falloir qu'on démontre, qu'on tient compte de ces éléments-là dans la production de nos produits. Et ça va même jusqu'à la façon dont on gère nos relations avec nos employés, le milieu, etc. C'est tout ça, là. IKEA a fait cet exercice-là, puis ça a eu un impact direct sur sa chaîne d'approvisionnement. Pas le nommer. Le petit Q par rapport à la Chine. Parce qu'on pense qu'ils vivent en pollution, c'est de la pollution 2.0, là, puis qu'ils ont une dizaine de masques au lieu d'un seul parce que l'air n'est pas respirable. Il y en demeure pas moins qu'au niveau de la production d'hydrogène comme combustible, ça fait partie d'une des priorités de la Chine. On ne parle pas là, de pétrole. Je parle d'hydrogène vert. On ne parle même pas d'hydrogène grise. Là. Oui. Okay? Alors, on n'a pas le choix. Donc, ne serait-ce que ça. Du moment qu'on va se diversifier et qu'on comprend que finalement, on pensait que les États-Unis, c'était un tout, mais si on a une vision en conscience et qu'on voit justement... Je vois au-delà de François, je vois le fond bleu, très belle couleur, j'adore ça. Mais, sans blague. Mais si on fait vraiment l'exercice, on va se rendre, oh, finalement, la réalité, c'est pas ce que je pensais. Et on est dans un contexte où, au Québec, l'hydrogène, on a un potentiel incroyable de ce côté-là. Les énergies renouvelables ont des potentiels extraordinaires de ce côté-là. La valeur ajoutée, ce qu'on appelle deuxième, troisième transformation, on a des opportunités extraordinaires de ce côté-là. Donc, tout ça pour te dire que on a finalement une chance de mettre réellement nos atouts en lumière et en évidence. Oui. La qualité des leaders, cette fois-ci, je le mets au pluriel parce qu'il y a plusieurs décideurs par rapport à ça maintenant, là, c'est est-ce qu'en termes de vision et de vision durable et pérenne, on va être capable de aussi là, changer notre, je veux dire en latin, là, notre mindset pour dire que oui, on va faire ces choix-là. Parce que finalement, c'est pas juste une question de nécessité. Quoique je pourrais te faire juste un argumentaire sur cette obligation de nécessité-là. Pour dire que si on ne le fait pas, économiquement, on va de terre. Mais au-delà de ça, ne serait-ce que ça, ce serait suffisant. Mais au-delà de ça, tu as des fenêtres d'opportunité là, qui se pointent, puis qu'ils ne se représenteront pas 10-15 fois. Ouais. Donc, cette tendance-là, pour moi, elle est là, au moins pour les 4 prochaines années. Puis, dans la mesure où on va s'incruster dans cette tendance pendant 4 ans, on ne reviendra pas nécessairement en arrière au bout de la 5e année. Oui. Tu me suis? Donc, dans ce contexte-là, moi, je pense une évolution. Ben voilà, je pense que c'est il va y avoir un effet d'aller, là. Tout à fait. Me semble-t-il. Dis-moi, je me mets dans les souliers d'un leader. Puis dans mon entreprise, je me tourne. Tu sais, j'ai entendu ce que tu partageais aujourd'hui, les commentaires, les propos. Ça m'effleurait déjà l'esprit. Ouais. Mais là, moi, je prends un virage, puis là, je me projette dans l'avenir, puis je veux emmener mon entreprise justement dans un cycle économique, dans le développement durable. Ouais. OK? Quel conseil tu me donnerais? Ben, écoute, c'est aussi simple. J'aime toujours l'adage de dire que si tu as un problème de carie, va pas chez un mécanicien. Va chez un dentiste. Donc, l'idée, c'est simplement de dire, commence par être bien entouré. Sur toi, d'avoir une personne qui a les connaissances dans le domaine et qui peut t'amener à faire une démarche pour, prendre conscience que, comme je disais tantôt, il y a peut-être c'est peut-être pas un chantier aussi énorme que tu peux l'imaginer, parce qu'il y a forcément beaucoup de choses déjà que tu fais, que tu y vas, ce qu'on appelle dans le sens commun,
qui rejoignent les objectifs de développement durable, tous ces concepts-là, ces notions-là, que tu fais déjà, mais que tu ne sais pas. Donc, de faire l'exercice de ce qui se fait. Donc, tu es accompagné par une personne qui va faire avec toi un diagnostic de ton entreprise, mais moi, ce que j'appelle un diagnostic développement durable. Donc, on va utiliser les mêmes principes, les mêmes concepts que tu connais déjà comme chef d'entreprise quand on fait un diagnostic. C'est quoi les forces, c'est quoi les faiblesses, etc. Sauf que ce que je proposerais, c'est qu'on va tenir compte aussi, on va introduire les 17 objectifs. On va voir les objectifs de développement durable, depuis qu'ils sont adoptés en 2015, là, et quels correspondent le plus à la réalité de ton entreprise. Parce que ce n'est pas les 17 qu'on va utiliser. C'est les objectifs qui correspondent à la réalité de ton entreprise. Et possiblement que si j'avais affaire avec... Tu avais 2 entreprises dans le domaine manufacturier et qu'il y en a une qui est à Québec puis que l'autre est en Gaspésie, ça se pourrait même que pour les 2 entreprises, ce ne soient même pas les mêmes objectifs qu'on va utiliser. Parce que le contexte et l'univers est différent. Ouais. Alors, mais supposons que tu me dis qu'on va prendre celle de la Gaspésie. Bon. Bien, on va en choisir quelques-unes, celles qui sont les plus importantes. C'est par exemple consommation de produits marins, après ça, peut-être les enjeux au niveau de l'énergie, etc. On va en choisir 5-6, puis on va dire que ça, là, on va faire un diagnostic, puis on va voir si est-ce que tu es fort là-dedans ou tu es plus faible. Puis par rapport à ce qui est plus faible, bien là, ces objectifs-là, on va les transposer en éléments de mesure avec des sous-objectifs mesurables, quantifiables puis déterminés dans le temps pour démontrer que finalement, le virage va se faire à partir de ce moment-là. Et tu vas te rendre compte à quel point, dans la manière où ce projet-là peut être novateur et dans la façon dont on va trouver les bonnes personnes pour y être aussi impliquées à l'interne et à l'externe, tu vas avoir un positionnement de ton entreprise qui, même en termes de perception, va être complètement différente. Et si en plus, le professionnel que tu embauches a aussi un feeling là, au niveau des opportunités de marché ou d'autres filières auxquelles tu n'avais pas accès auparavant, sache que ça peut aussi t'amener cette opportunité-là parce que de plus en plus de secteurs d'activité et de plus en plus de joueurs importants tiennent compte de ce critère-là dans la sélection de l'entreprise qui va devenir un de ses fournisseurs. Donc, déjà ça, ce qui est extraordinaire, c'est que tu ne perds rien. Au contraire, tu ajoutes des sommes d'opportunités auxquelles, si tu n'avais même pas fait cet exercice-là en amont, tu aurais déjà, tu n'aurais pas accès à ça. Et de 2, tu vas découvrir peut-être des éléments que tu ne pensais pas qui étaient améliorés, mais qui étaient latentes. Ouais. Et parce que ça ne venait pas à tes oreilles, tu dis, ça n'existe pas, mais c'est normal. Tu ne peux pas être courant de... Tu ne peux pas tout voir. Ah non. Sauf que tu te rends compte que, mon Dieu Seigneur, ça prenait-tu juste ça pour que finalement... Mais j'ai une motivation au sein de mon organisation comme c'est pas possible. C'est exactement la même chose que lorsque, par exemple, tu as un repreneur qui veut acquérir une entreprise puis qui veut identifier son premier projet pour intégrer ce qu'on pourrait appeler les gens qui sont plus rébarbatifs au changement. Les théories du 10-90 ou du 20-60-20, peu importe. Tu as toujours 10-20% qui sont prêts à embarquer. Les autres vont suivre, pas trop pire, mais tu as un 10-20 qui est toujours rébarbatif. Ouais. Comment amener ces gens-là dans ton nouveau projet pour dire « Wow, OK, je ne pensais pas qu'il était de même. Oh, mon Dieu, il est donc... OK, il tient compte de mon opinion. » Parce que très souvent, le principal enjeu, là, c'est de rallier les personnes. Le reste, ça devient quasiment un peu plus mécanique, très souvent. Comment rallier les personnes? Quand les gens sont ralliés, les enjeux, les difficultés, les pistes de solutions deviennent drôlement plus facilement. Les voies de passage apparaissent. Oh, mon Dieu, j'aurais jamais pensé, osé proposer ça. Mon Dieu, les gens sont réceptifs. Ça va de ton partenaire au niveau financier, ton institution financière, ton préfet, ta préfète, etc. Peu importe, là. Les fournisseurs, ou tu peux même avoir de tes fournisseurs, ou même de ceux avec qui tu vendais, vous dire, hey, c'est wow, j'aimerais ça que mon nom puisse être associé à ça, c'est nouveau, puis ça sonne que c'est in. Ben, écoute, il ne faut pas faire les choses par c'est in, parce que demain, ça va paraître, et finalement, tout ce que tu auras fait va tomber à l'eau. Mais on s'entend, là. Fait que quand je parlais d'un nouveau contexte, ce nouveau contexte-là est vraiment propice à ça. Et ça permet de permettre à ton entreprise, de se différencier par rapport à ses concurrents. Différencier, pas parce qu'elle se retire d'eux. Elle ajoute et elle ouvre une porte à quelque chose de nouveau. Mais on ne fait pas cet exercice-là pour le plaisir de le faire. Ça, à ce moment-là, le diagnostic doit aussi déterminer si le timing est bon. Parce qu'il faut qu'à la fin, je le disais tantôt, il faut que je sois conséquent avec mes propos. Quand j'ai dit qu'on ne peut pas regretter de faire l'exercice,
c'est que tout dépend du moment auquel tu vas faire l'exercice. Tout à fait. Tout est là. On ne le fait pas pour le faire. On le fait parce qu'on a fait un diagnostic et qu'on se rend compte qu'il y a des éléments qui méritent d'être adressés. Excuse-moi l'anglicisme. Et qu'on est prêt à s'engager aussi. Et voilà. Tout est là. Tout est là. Tout est là. Tout est là. Mais l'engagement, honnêtement, lorsqu'on voit la dynamique qui prend forme et les résultats qui en ressortent, j'ai pas vu encore de personnes qui prenaient un rétro. Au contraire, il y a non, je dirais pas. Le mot engouement, oui. Engouement. Oui. Hey Michel, c'est fort intéressant. Écoute, on a passé une magnifique heure ensemble. Ouais. C'est vraiment incroyable. J'ai adoré. Ouais. OK. Puis je pense qu'on a parlé de développement durable. Un tantinet, ou un petit peu. C'est bon. Ouais. Mais quand j'arrive sur la fin de mon podcast avec mon invité, je demande toujours un cadeau. Ouais. Donc, cadeau, mais quel message laisserais-tu à nos leaders, à nos managers qui cherchent à bâtir une entreprise prospère, plus forte, plus responsable? Ça va, écoute, là, je m'en vais complètement ailleurs. J'ai hâte de t'entendre. On va complètement ailleurs parce qu'on a parlé d'économie depuis tantôt. Mais j'aime aussi écrire. Oui. Puis, je disais tantôt que j'avais écrit récemment un bouquin là, sur le transfert d'entreprise, développement durable. Puis, c'est très modeste, c'est très humblement là, que je vais faire ce que je vais faire. Mais j'ai aussi écrit un recueil de poésie. Puis, ce que je vais vous lire, c'est très court. Mais ça me rejoint aussi personnellement, puis aussi les chefs d'entreprise, parce que de mon côté, et c'est quand même depuis peu où je me relance en tant que tel. Hein. J'ai un plaisir à le faire. Mais comme n'importe qui, peu importe l'âge, même comme le colonel Sanders à 65 ans, il y a quand même des moments où finalement on peut trouver des moments un peu plus difficiles, mais surtout par rapport à ce qu'on vit actuellement, je pense que à la lecture de ce que je vais faire, je vais vous lire, on va se comprendre. On n'aura pas besoin d'aller plus avant. Le titre est « Inconnu horizon ». Face à l'horizon, mes yeux cherchent l'ailleurs. Fatigué du déjà-vu, je convoite une nouvelle ferveur. Un élan vers l'inconnu, loin de ce décor fané, pour un recommencement, un destin réinventé. Laisser derrière soi les ombres et les tourments, poussé par le désir d'un avenir plus clément, se défaire des liens, des souvenirs pesants, pour s'éveiller demain sous un soleil plus grand. À l'appel du large, mon âme se veut voyageuse, vers des contrées vierges, promesses merveilleuses. Effacer les traces d'une vie de regret, s'offrir un horizon bien que sans cesse imparfait. Avec l'espoir pour boussole et le courage pour voile, je quitte le port sûr en quête d'étoiles. Sur la route de l'inédit, je trace mon sillage vers une existence nouvelle, un rêve sans âge. Et voilà. C'est très profond. C'est très profond, puis je pense que c'est très représentatif aussi de la vie d'un entrepreneur, d'un leader. Michel Paradis, c'est vraiment un plaisir de t'avoir accueilli. Puis pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent aussi, là, puis qui désirent te rejoindre, te parler, avoir une consultation, un moment avec toi, on fait quoi là, pour te rejoindre? Ah, écoutez, moi, je suis jamais plus loin qu'un texto, un coup de téléphone. Donc, 418-868-7230. Donc, 418-868-7230. Ou encore par courriel, Michel Paradis, dans un seul mot, en commercial. Et le nom de mon cabinet, c'est Economia. Donc, je vais appeler OECONOMIA. Donc, EOCONOMIA.ca. Ou encore, tu es présent sur le réseau LinkedIn. Tout à fait, tout à fait. Si vous aimez aussi lire certaines chroniques, je suis chroniqueur à finance et investissement. On parle de développement durable. Mais LinkedIn est aussi un endroit merveilleux pour me retrouver très facilement. Excellent. Michel, un immense merci. Merci à vous aussi, auditeurs, auditrices. Ce fut un plaisir de partager ce moment-là avec vous aujourd'hui. Puis à très bientôt pour un autre épisode de Ceci n'est pas du coaching. À très bientôt.